Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Chaque semaine, nous mettons en lumière des parcours inspirants, des femmes, des hommes qui incarnent une France audacieuse, créative, entreprenante. Et mon invité aujourd'hui est l'incarnation parfaite de cette énergie. Entrepreneur, scientifique, pionnier des technologies MEMS, fondateur de plusieurs entreprises technologiques, ancien chercheur au CNRS. Il est aujourd'hui à la tête de plusieurs sociétés innovantes. Il investit dans des projets d'avenir. Vous l'avez sûrement vu dans une célèbre émission d'M6 qui va être mon associé, et son parcours est digne d'un roman, et justement il a écrit son livre sur son parcours. Il est arrivé en France à 20 ans après avoir grandi dans un Liban marqué par la guerre. Il deviendra quelques années plus tard l'un des entrepreneurs français les plus audacieux de la tech. Il publie donc ce livre inspirant, La réussite est en vous, dans laquelle il raconte son parcours, ses échecs, ses victoires, ses clés de la résilience, mais il vous donne aussi beaucoup de conseils. Merci d'être avec nous, Jean-Michel Caram. Merci de m'accueillir. J'adore le nom de votre émission. Nous, on est ravis de vous accueillir dans C'est ça la France. Alors, vous êtes à la tête de Memscap. Alors, vous avez créé Memscap qui est coté en bourse. Oui. Également, fondé le groupe en 2020, Ieva Group. Oui. Plutôt sur tout ce qui est cosmétique et l'IA ensemble. Oui, Ieva Group, c'est une maison de marque. C'est le numéro 1 de la beauté personnalisée. Et c'est une maison de marque, de services et d'expérience activée par l'intelligence artificielle, la tech et la data, et porté par le storytelling, les communautés et le contenu. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, et je trouve qu'il est assez étonnant, c'est qu'on a vraiment ce parcours, cette enfance, mêlé aussi de conseils que vous donnez justement aux entrepreneurs. Et il y avait ce besoin de vous livrer, de vous dire, vous me voyez régulièrement avec mes costumes flamboyants, mais derrière, il y a tout un parcours, il y a toute une vie, il y a une enfance qui a été marquée par plusieurs choses, et notamment la guerre au Liban. Il y avait cette envie de mieux expliquer aux gens qui vous êtes réellement. En fait, franchement, le projet du livre, on m'a approché pour faire un livre, j'avais 32 ans. Donc, c'est juste après l'introduction en bourse de Memscap, etc. J'étais un golden boy à l'époque, donc tout ce que je faisais, ça devenait de l'or. et en fait, j'ai toujours repoussé en inventant des excuses. Tantôt, je disais, j'ai pas le temps, d'autres en disant que je suis pas encore mort, etc. Et en fait, réellement, j'avais peur d'écrire ce livre parce que je savais qu'un livre, moi, je lis beaucoup. Je lis 4 livres par semaine. Et je savais que quand on écrit un livre, il faut porter le lecteur sur les scènes. Donc, il faut rentrer dans beaucoup de détails. Il faut se livrer, quoi. Vraiment beaucoup de détails. Et ces détails, il faut aller les chercher. Et moi, il y a des zones dans ma vie où il fallait pas trop aller chercher parce que j'ai mis des sparadraps. Il fallait raviver des souvenirs et parfois des souvenirs. Exactement. Et là, il fallait ouvrir tout. Et franchement, quand j'ai écrit ce livre, il y a des nuits où j'ai pas pu dormir tellement ça s'est réveillé en moi. Mais c'était, pour moi, c'était le moment parce que depuis 2024, où j'ai rejoint qui veut être mon associé avec la saison 5 puis 6, il y a quelque chose qui s'est produit chez moi où j'ai commencé à vouloir pas seulement m'occuper de moi, de mes entreprises, de ma famille, etc., mais essayer d'être utile, on va dire. Et j'aime pas dire transmettre, etc., parce que je trouve ça un peu pingouin, quoi. Un peu pompeux, un peu. Pour moi, en fait, j'ai essayé d'être utile. Moi, j'aime beaucoup la France. La France coule dans dans vos veines. Mes veines. J'aime beaucoup ce pays profondément. Et j'avais un peu envie de rendre à ce pays ce qu'il m'a donné au début. J'en avais un peu marre des gens qui disent que des critiques sur la France et des gens qui partent. Moi, je ne fuis jamais une zone de guerre, donc je ne vais pas fuir. Même le Liban, je ne l'ai pas quitté en guerre. Je l'ai quitté quand l'espoir est mort. Et donc, cette volonté, ça s'est matérialisé par beaucoup d'actions. La première, c'est le livre qui est la porte d'entrée. Pourquoi ? Parce que mon livre est fait pour qu'il soit lu par tout le monde. Il donne espoir.
Il inspire, il donne espoir, il raconte une histoire intéressante, mais au-delà de tout, c'est pas un livre que je parle de moi, c'est un livre pour les gens. Et pour les entrepreneurs, en même temps, ils trouvent leur beurre dedans. C'est-à-dire c'est bien dosé, de manière à ce que les gens qui ne sont pas entrepreneurs puissent le lire, et les gens qui sont entrepreneurs trouvent des conseils, des trucs sur le parcours. Les gens qui ne sont pas entrepreneurs ont envie d'entreprendre. Dès qu'ils ont lu votre livre, c'est vrai, on a envie d'y aller. Et pour les entrepreneurs, c'est vrai que vous donnez des conseils très pratique aussi. Oui, c'est vrai. Et parce que pour moi, c'est la première étape de rentrer chez moi. Après, il y a eu ma chaîne YouTube qui a vraiment cartonné et dans lequel, là, on va rentrer vraiment purement entrepreneur. Et puis, il y a l'émission Skill, donc mon bras d'investissement dans les entreprises innovantes, et pas d'ailleurs, mais innovantes d'une manière ou d'une autre, en tout cas même si ce n'est pas technologique. Et aujourd'hui, il y a Amplify, donc avec Michel Benzeno, donc, qui est la continuité qui va être mon associé, et qui est les bootcamps, la formation, l'école avec le SCP, etc. Et pour moi, voilà, c'est un spectre de 4 actions très déterminées pour pouvoir aider d'autres gens à réussir. Moi, ce que je trouve aussi très intéressant dans votre livre, ça va rassurer aussi, j'imagine, des entrepreneurs, c'est que vous êtes resté vraiment très fidèle à la France. C'est que vous avez plusieurs possibilités finalement, mais de partir à l'étranger, d'essayer de faire rentrer que des investisseurs étrangers, mais il y avait cette volonté quand même de garder ce lien avec la France. Ouais. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous demander, vous qui avez ce regard peut-être un peu plus de hauteur par rapport à des Français qui ont toujours été en France depuis la naissance, finalement, on a tendance à ne voir que ce qui ne va pas. Oui. Un pays qui régule constamment. Oui. Mais finalement, c'est possible d'entreprendre en France, en fait, de trouver du capital, d'y aller. Franchement, je suis content de cette question parce que les Français vivent au paradis et ils croient qu'ils sont en enfer. C'est incroyable. On a des pauvres en France, mais les pauvres français sont plus riches que les autres pauvres du monde. Un pauvre français, quel qu'il soit, il peut être soigné. Il va à l'hôpital, s'il est malade, il est soigné. Ses enfants ont les mêmes conditions, la même chance que ceux des riches. Aux États-Unis, au Liban, etc., les enfants des riches vont aux meilleures écoles et les autres dans des écoles où le prof vient une fois par semaine. Donc, on a beaucoup de choses en France. Et évidemment, pour donner toutes ces choses-là à tous les Français, il faut un système d'impôts. Et moi, je dis toujours, c'est pas grave de payer des impôts. Ce qui est grave, c'est de mal utiliser le fruit des impôts. Donc, c'est nos dirigeants qui doivent utiliser d'une autre manière l'argent qu'on leur donne pour que notre pays soit combatif, etc. Alors, est-ce que on peut entreprendre en France et réussir ? Je suis vraiment l'exemple même qui peut donner espoir d'une manière incroyable. Imaginez un enfant de 9 ans qui est en train de jouer dans son jardin à côté de sa maison, au Liban, avec des bombes qui tombent partout. Qui mettrait 10 € sur lui ? Qui miserait sur ce gamin ? Même pas, moi, aujourd'hui, je ne mise pas sur lui. C'est impossible. Et pourtant, je suis venu en France, j'ai réussi. Donc, je suis une lueur d'espoir à tout le monde. Tout le monde peut réussir en France. On est un pays avancé. On a accès à beaucoup de choses, à la formation, à l'éducation, etc. Nos ingénieurs, en particulier, sont les meilleurs ingénieurs du monde. Ils sont très généralistes, très formés, etc. Les Américains sont beaucoup plus... Le parcours américain est beaucoup plus sélectif et très pointu sur un domaine, mais ils ne sont pas généralistes. Donc, on a beaucoup de possibilités. Alors, certainement, il y a des freins. Certainement que quand on charge les entreprises de cette manière-là, quand on pense que l'entreprise, son argent, il vient on ne sait pas d'où, ça c'est des freins. La culture économique en France est très faible. C'est-à-dire que tout le monde pense que le patron, en quelque sorte, il a l'argent. Mais en fait, lui, c'est un employé qui ne fait que gérer l'argent des clients qui rentrent et qui les dépensent. Donc il faut que la culture générale progresse. C'est pour cela que les actions qui sont faites, comme dans Qui veut être mon associé, etc., explique aux gens c'est quoi l'économie, etc. Et oui, on peut encore réussir en France.
Alors, il est évident qu'il y a des choses qu'on peut réussir aux États-Unis qu'on ne peut pas réussir en France. Moi... Dans votre livre, vous donnez un exemple concret. Vous dites Mark Zuckerberg serait né en France. J'allais vous dire le même exemple. Ça allait être compliqué. Et moi, je reçois souvent des entrepreneurs qui me disent mais moi, je vais être obligé de vendre ma technologie, je vais être obligé d'aller voir ailleurs. Et c'est ce que je trouve assez décourageant parfois. Parce qu'il y a, il semblerait qu'en France, on a moins cette culture justement d'investir dans des entreprises. Dans des start-up. Ben oui, mais à chaque fois qu'un gouvernement a besoin d'argent, il va pomper l'argent des entreprises. Donc, ça devient plus dur pour les entrepreneurs. Bon, il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai que chaque pays a ses problèmes. On a une dérive en France aujourd'hui réelle à pousser les entreprises vers le bas, etc. Mais il ne faut pas accepter ça. Et moi, je pense que critiquer n'amène à rien. Il faut se battre, il faut expliquer, il faut faire des émissions comme celle-ci où on explique aux gens les choses, etc. Jusqu'à ce que le savoir commun arrive à un niveau où les dirigeants de ce pays ne peuvent plus passer outre cet avis général. Donc, critiquer, c'est bien, mais il ne faut pas rester là, il faut faire des choses. Il faut faire des choses et on peut faire des choses. Et d'ailleurs, moi, je suis convaincu aujourd'hui que la seule manière de réussir d'une manière très forte en France, c'est de créer des écosystèmes. Et c'est pour cela que je n'ai pas une entreprise, mais j'ai un écosystème, parce que l'écosystème se tire en entier vers le haut. C'est ça. Alors pour ceux qui nous écoutent, un écosystème, c'est vraiment... on a une combinaison de... Beaucoup d'entreprises, beaucoup on avance ensemble. De groupes. Voilà. En fait, tout le monde parle de la réussite de la Silicon Valley. Je l'ai dit beaucoup de fois aux hommes politiques, la Silicon Valley... ce n'est pas un bâtiment ou une zone dans laquelle on met des entreprises. C'est un état d'esprit. Avant tout, dans la Silicon Valley, les gens, ils sortent de leur travail vers 5h30 à peu près. À 6h, ils sont tous assis à table, ils mangent. Ils dînent et puis ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux vers 7h30, 8h, mais ils ont déjà dîné. Nous, on rentre à 8h, on n'a pas dîné encore. Hein. Donc, mais quand eux, ils dînent ensemble, il se passe des contrats. C'est une mafia. Mais vraiment. Moi, je me rappelle que quand je vais aux États-Unis avec une technologie de malade qui dépasse tous les Américains, ils ont tout de suite mis de l'argent, ils l'ont pris, etc. Dès que quelqu'un de la zone a développé une technologie qui se rapproche de la mienne, même si elle n'est pas si parfaite, il va lui donner sa chance, il va le prendre, etc. Quand quelqu'un réussit, tout le monde veut le voir pour apprendre de lui et essayer de faire pareil. Et tout le monde est heureux de la réussite de l'autre. Et ils s'entraident. C'est vraiment une mafia. Ils s'entraident de tous les côtés. Nous, dès que quelqu'un réussit, on est tellement jaloux, on lui met des coups dans les genoux pour qu'il descende. Moi, au début de ma carrière, mais c'était vraiment incroyable parce qu'à 31 ans, j'avais très très bien réussi et j'ai généré énormément de jalousie. À chaque fois que je faisais une couverture d'une magazine, j'avais plein de gens qui voulaient, dans le coin grenoblois, qui voulaient à l'époque me mettre des bâtons dans les roues, etc. Ça, cette attitude-là, on ne l'a pas aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, on est convaincu qu'on peut réussir beaucoup plus ensemble en se tirant l'un l'autre et en créant cet écosystème s'appelle la Silicon Valley. Plus on est nombreux à avancer, plus on va aller loin. Et c'est sûr, on a besoin, en fait, l'économie c'est une chaîne par cascade. Donc les donneurs d'ordre sont par cascade. Donc plus on construit cet écosystème, et l'État là, français, peut être un super entrepreneur. Envoyer de l'énergie dans cet écosystème. D'ailleurs, il y a un très très bon travail qui est fait aujourd'hui par la BPI et par Nicolas Dufour et ses équipes. Franchement, qui aujourd'hui tient le temple. Hein. Ces gens-là travaillent vraiment, c'est pas toujours facile parce que on a des dirigeants au-dessus, les hommes politiques qui changent beaucoup dans nos pays en ce moment, avec des gouvernements qui se succèdent. Et on a cette entité qui essaye de faire beaucoup de travail et qui peut doper l'écosystème français. Et il y a des initiatives comme la mienne, comme celle qui veut être mon associé, et des émissions comme celle-ci. Oui, exactement. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a une autre question que je voulais vous poser, parce que c'est vrai que vous le dites, ce livre, il est aussi pour donner envie aux gens d'entreprendre. Vous souhaitiez le rendre le plus accessible possible. Vous dites cette phrase que je trouve très forte.
il n'y a rien de magique ne peut arriver dans la zone de confort. Voilà. Alors que dire à ceux qui nous écoutent, qui rêvent d'entreprendre, mais qui n'osent pas y aller? Comment les convaincre? Moi, je vais leur dire une chose. D'abord, la première chose, aujourd'hui, les entrepreneurs sont devenus comme les DJ il y a 4 ans, donc tout le monde a envie d'entreprendre. C'est vrai. Et c'est très très bien. Parce que transformer la France en terre d'entreprise, terre d'entreprendre, c'est quelque chose de génial parce que ça porte le pays. Il faut savoir que il faut pas avoir peur. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas l'idée. Il y a plein de gens, mais il y a plein de solutions. La franchise, par exemple, est une solution pour faire son premier pas dans les entreprises. Moi, je sais, j'ai l'atelier du sourcil en franchise. Nos franchisés, c'est des vrais entrepreneurs. Il y en a des gens qui ont maintenant 10 boutiques. Donc, ça, c'est une PME. C'est une PME. Donc, la franchise est une manière d'y aller dans l'entreprise sans prendre beaucoup de risques, si on n'a pas d'idée, etc. Et ensuite, il y a la notion d'entreprise tout seul. Il faut savoir que ça, c'est dur, c'est pas simple. Il faut savoir qu'on va travailler beaucoup plus que n'importe qui. Mais il faut savoir que personne ne peut avoir la sensation des aigles qui volent. Alors, je ne peux pas terminer cette interview sans évoquer votre maman, parce qu'elle a une place extrêmement émouvante dans votre livre. C'est vrai que votre livre, moi, il m'a vraiment marqué, parce que on passe de l'émotion à, à des choses un peu plus concrètes. En fait, il y a de la joie, il y a un moment aussi on est pris aussi parfois à la gorge quand on lit certains passages. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que, vous dites, je vais vous citer, ma plus grande défaite, c'est de ne pas avoir pu offrir à ma mère la vie qu'elle méritait. Bon, vous avez la chance d'avoir votre papa qui est encore là, qui a pu vivre tout ça. Ça, c'est extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, elle est encore aujourd'hui, elle est vraiment cette boussole dans votre vie d'entrepreneur. De là où elle est, elle vous guide dans vos choix, dans ce que vous faites. Et elle est vraiment présente. D'ailleurs, ce livre lui est dédié. Bien sûr. Donc, elle est vraiment présente tout au long de ce livre. Oui, et même j'ouvre le livre en le dédiant. Et je le ferme par les remerciements. Qui sont très longs, très émouvants aussi, les remerciements. Les remerciements, c'était très dur pour moi. C'est le chapitre qui m'a fatigué le plus. Mais je l'ai fait d'un trait. Et d'ailleurs, je dis quoi? Je dis, par rapport à un moment, ma mère était quelqu'un de vraiment profondément bon. Et moi, j'ai essayé de garder j'ai pris mon cœur d'elle. Et j'ai essayé de garder mon cœur blanc pour la faire vivre plus longtemps. Et c'est vrai que je suis un mélange de combattant, parce que je suis un vrai combattant, mais je suis un combattant dans les règles. Ça veut dire que moi, je tape jamais personne à terre. L'honneur. Ouais. Jamais. Et jamais je vais taper quelqu'un sur la ceinture. Je joue dans les règles. Et je pense que c'est un exemple que je voulais que tous les entrepreneurs sachent, que nous ne sommes pas... Les entrepreneurs sont des hommes d'honneur. Dans le temps, on disait un mot, on se serrait les mains et c'est fini. Maintenant, même les contrats, les gens ne les respectent pas. Ouais. Donc, il y a une déviance au niveau de ça. Et moi, personnellement, en étant qui je suis, en alignement avec l'éducation que j'ai eue auprès de ma mère et de mon père, je suis heureux, parce que je vis avec mes convictions. J'ai toujours été libre. Cette chose-là, cette bonté-là, cette bienveillance ne m'a pas bloqué ni dans la réussite, ni dans la vie, ni d'être heureux, ni rien. Et je pense que sur le long terme, le bien l'emporte toujours sur le mal. Merci beaucoup, Jean-Michel Caram. Je rappelle votre livre « La réussite est en vous » chez Michel Lafon. Oui. Merci. L'éditeur que je voulais depuis toujours. Ça, c'est une grande chance. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. On va se quitter un court instant, puis on se retrouve juste après avec Thibaut, notre French Trotter. Merci beaucoup de m'inviter. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, avec Thibaut, notre French Trotter. C'est parti. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Et avec Thibaut, on repart en immersion dans les coulisses des stations de ski françaises. Alors aujourd'hui, direction 2 stations qui, chacune à leur manière, racontent le patrimoine alpin
d'aujourd'hui, Thibaut. Exactement, Nathalie. 2 stations voisines, mais 2 histoires très différentes. Morzine est un ancien village d'alpage devenu station, tandis qu'Avoria est une création des années 60, au moment du grand développement du ski en France. 2 modèles qui ont su évoluer tout en gardant leur spécificité. Et pour raconter l'histoire de ces stations, j'ai rencontré Chris Félissaz, enfant du pays et ancienne championne de ski, aujourd'hui à l'office de tourisme de Morzine-Avoria. Alors ces 2 stations, Morzine est un village historique de centaines d'années avec de nombreuses familles qui vivaient de l'agriculture, des alpages entre France et Suisse. Et puis fin des années 60, Avoria, la station, est née à l'origine avec notre champion olympique morzinois Jean Vuarnet d'une idée un peu folle, exploiter le sommet à 1800 mètres d'altitude pour créer une station unique au monde puisque piétonne avec une architecture en bois et très reconnaissable. Voilà, et de lier ces stations et au reste des Portes du Soleil puisque les Portes du Soleil étaient nées au début des années 60. Si on devait trouver une spécificité à Morzine et à Avoria, ce serait quoi en fait ? D'abord, ce sont 2 stations complémentaires, une seule et même commune, Morzine-Avoria. Elles sont complémentaires parce qu'il y en a une qui est à 1800 mètres d'altitude. C'est une station piétonne et donc on accède très facilement à la Suisse de l'autre côté. Et puis à Morzine, on a les 2 versants, on peut aller skier d'un côté et de l'autre. Et on est très outdoor, été et hiver, parce qu'on n'a pas qu'une saison d'hiver, mais on a aussi une saison très riche en été avec plein d'activités nature. Et on est aussi sur une terre d'héritage culturel, d'héritage aussi en termes de savoir-faire. Oui, tout à fait. On a beaucoup de savoir-faire, de patrimoine, des stations qui sont riches culturellement. Et il y a ce côté authentique de par l'historique de nos villages, qui sont des chalets de pierre, de bois. Et même si les stations ont grandi, elles restent très belles au niveau de l'architecture. Je voulais parler d'une mine d'ardoise. Oui, Morzine est très connue pour ses ardoisières. Effectivement, il en reste une en activité. Et les toits de lauze et d'ardoise sont très fréquents. L'ardoise de Morzine est effectivement très connue. Donc nous avons un ardoisier qui continue à travailler la pierre, dont on peut visiter son travail. Il explique comment est née l'ardoise et comment il la travaille, comment il la façonne et comment ça fait aujourd'hui de très très beaux bâtiments, enfin de très beaux toits d'ardoise et de lauze. Alors Avoria, c'est vrai que c'est une station qui est entièrement piétonne. Mais alors, comment se déplace-t-on ? Excellente question. Mais justement, un mode de transport assez unique a été mis en place. Des calèches tirées par des chevaux de trait qui remplacent les véhicules motorisés. Et j'ai fait une balade avec Étienne, cocher à Avoria. Avec lui, on va découvrir ce moyen de transport et ce patrimoine unique dans les Alpes. Hey! Est-ce que les gens sont étonnés quand ils découvrent ce système de transport Ah mais oui, unique? Quand les gens arrivent, ils sont à l'accueil, là on les voit arriver, on a l'impression qu'ils sont sur une autre planète. Il y a combien de cochers à Avoria? Il y a 20 cochers. Et à votre avis, il y a combien de chevaux? Je pense qu'il y a un relais entre les chevaux. Bien sûr. Il y a 100 chevaux et un cheval, on le sort 3 heures par jour et 4 jours par semaine, 1 jour sur 2. Sinon, comment ce service est organisé? Est-ce qu'il faut réserver comme un taxi? Bien sûr. Il y a un service qui s'appelle l'ALDA et il y a un numéro de téléphone. Les gens appellent à ce numéro. Nous, on a des radios, ils nous envoient les courses par la radio. C'est la seule station piétonne? Ah oui, à ma connaissance, oui. Jean Vuarnet avait eu une super idée. Et on peut dire 2 mots sur cette architecture, très, très particulière aussi? Des immeubles entièrement en bois? Ce qui est joli, c'est que c'est du rexédar, le bois. Et le bois, il se teint en vieillissant. Ça veut dire qu'il se met un peu à la couleur du paysage. Et c'est un peu ce qui fait le charme d'Avoria. Voilà, les immeubles se fondent dans le paysage. Voilà. Quand on écoute Étienne, on ferme les yeux, on a vraiment l'impression d'être à Avoria. Exactement. Merci beaucoup Thibaut. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de ce feuilleton au cœur des stations de ski françaises. Merci à vous chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.